Dans quelques jours, nous irons donc aux urnes pour désigner le président de la République. Bruno Millienne est notre invité. Bonjour. Bonjour. Député de la 9e circonscription, élu du MoDem, soutien de la République En Marche et donc du président candidat Emmanuel Macron. Hier se tenait donc ce débat du second tour de l'élection. Nous avions prévu également ce jeudi de vous faire débattre face au Rassemblement national sur ce plateau. Mais son responsable dans le département nous a signifié, et je vais reprendre ces termes, que le déchaînement des médias en général envers leurs candidates les oblige à annuler débats et interviews, dont acte, et nous vous recevons seuls aujourd'hui. Pour débuter, j'aimerais avoir votre sentiment sur les échanges de mercredi soir. Comment avez-vous jugé la prestation de votre candidat ? Alors, je vais commencer peut-être sur la prestation des deux candidats, en fait. Le débat a été plus intéressant qu'en 2017, parce que plus posé, finalement, plus calme. On a pu entendre vraiment le fond des projets de l'un et de l'autre. Et ça, c'était important, parce que du coup, ça a donné un éclairage beaucoup plus significatif que ce qu'on avait pu avoir en 2017. Alors, on s'est aperçu d'un côté qu'il y avait un projet chiffré, il y avait l'expérience du président de la République, et de l'autre côté, un projet plus porté sur les slogans. On l'a vu, ça a commencé très mal pour Marine Le Pen avec le pouvoir d'achat, où finalement, il n'a pas été compliqué de démonter le fait que son pouvoir d'achat basé simplement, pas que simplement, mais en partie sur la baisse des TVA, ne tenait pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on dénonce déjà depuis des mois, qui malheureusement n'a pas été souvent repris dans les médias en général. La TVA, la baisse de la TVA, d'abord, c'est quelque chose de terriblement injuste, puisque ça profite en réalité aux plus riches, puisque ce sont eux qui consomment le plus, donc c'est eux qui en bénéficient le plus. Et puis, si on prend par exemple, ne serait-ce que le panier de la ménagère, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais si on prend que le panier de la ménagère, c'est quand même une économie, globalement, de 13 € par ménage et par an, en global, et pour les 30% les plus pauvres, seulement de 10 € par ménage et par an. Ce qui est beaucoup moins finalement que à la fois le chèque inflation, le chèque énergie ou le chèque alimentation. On va revenir sur ce point précis d'ailleurs du pouvoir d'achat dans un instant, mais juste avant de parler un peu plus du fond sur la forme, il a été aussi peut-être reproché encore une fois Emmanuel Macron d'avoir été peut-être un peu plus hautain, d'avoir été plus distant. Alors que la compassion, c'est plus ressenti du côté de Marine Le Pen aussi. En fait, chacun s'est un peu adressé à son électorat. Oui, mais d'un côté, il y a une fausse compassion. Bon, on l'a bien vu sur l'histoire de la TVA. Franchement, que la TVA bénéficie à Marine Le Pen, qu'on n'a pas besoin, c'est pas de la compassion vis-à-vis des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. De l'autre côté, on peut le voir de deux façons différentes, l'attitude du président de la République. D'abord, il y avait des passages qui étaient... Moi, j'ai regardé attentivement, c'était des passages qui étaient très énervants. Je pense qu'il a quand même gardé son calme de manière assez royale ou présidentielle, je ne sais pas comment on peut dire ça, parce qu'il y avait quand même des énormités qui étaient sorties. Donc on peut analyser ça comme étant, certains vont le dire, quelque chose dans l'attitude du président qui peut paraître hautain, et d'autres comme quelque chose de plus de pugnacité et de volonté de prouver que c'est pas vrai. Voilà, donc il y a deux façons de voir les choses. Vous avez parlé du fond, pour y revenir, sur les propositions pouvoir d'achat. C'était l'un des premiers sujets qui a été abordé lors du débat d'hier. Proposition de baisse de TVA, proposition du côté de votre candidat sur les fameux chèques qui sont distribués, chèques alimentaires. Il y a eu aussi le bouclier sur le gaz, l'électricité, remise à la pompe aussi de 18 centimes qui serait pour l'instant maintenue. Quoi qu'il en soit, quand on écoute le débat d'hier, on a quand même le sentiment qu'il y a encore de l'argent magique en France. Non, alors, de part et d'autre. On parle sur 600 milliards de dettes, on part sur un déficit de balance commerciale de 85 milliards. Oui. Non, mais on peut considérer ça comme ça. On est dans une situation de crise exceptionnelle. On l'a pas ressenti hier dans le débat. On avait l'impression que oui, il y avait des solutions, que ce soit des chèques, des TVA. Alors, vous avez deux projets totalement différents. D'un côté, effectivement, on aide et on soutient le temps qu'il faut pour venir en aide aux ménages les plus modestes. C'est toute la panoplie des chèques qu'on a mis en place, c'est aussi le bouclier tarifaire sur l'énergie, mais ce sont des mesures provisoires. C'est pas la même chose que de baisser la TVA de manière pérenne, ad vitam aeternam, qui là fait un trou au niveau du budget de l'État qui est considérable. Je crois que, de mémoire, si on prend que l'essence,
à la pompe, c'est quelque chose de l'ordre de 10 milliards. Si on prend le panier de la ménagère, c'est de l'ordre de 3,8 milliards. Et ça, c'est pérenne. C'est quelque chose que vous perdez tout le temps et régulièrement. Alors que de l'autre côté, effectivement, ce sont des mesures qui sont temporaires, qui resteront le temps qu'il faut, mais le jour où la situation va mieux, ça s'arrête. Mais c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, on continue de creuser, en tout cas. Mais oui, mais enfin, quelque part... Alors, Mais est-ce que c'est pas, à la veille de ce second tour aussi, avoir un discours de vérité envers les électeurs que de leur dire, et on pourrait parler aussi de la retraite et l'âge de la retraite, sur lesquels chacun des deux candidats n'ont pas forcément été le plus très clair, et on a bien senti un peu gêné aux entournures, parce que quoi qu'il en soit, il faudra travailler plus, il faudra rembourser cette dette, il faudra trouver de l'argent. Et de ce côté-là, Marine Le Pen est pas très claire dans son projet. Parce qu'en réalité, si vous dites, pour les moins de 20 ans, c'est 40 annuités, et ils partent à 60 ans, pour tout le reste, c'est plutôt 67 que 64. Donc vous voyez déjà, et puis il n'y a pas que ça dans le projet de la réforme de retraite du président de la République. Bien évidemment, l'âge de la retraite, c'est un problème, on l'a vu, c'est ce qui nous a aussi coûté pendant le mandat sur la réforme des retraites. Moi, j'aurais adoré qu'on fasse la retraite universelle par points, parce que pour moi, c'est la plus équitable. Et quand on a commencé à parler effectivement du seuil de l'âge de départ à la retraite, là, ça a posé problème, et bon, les Français n'en ont pas voulu, dont acte. Néanmoins, on le sait, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on travaille plus longtemps. Mais ça ne peut pas être que dans un sens. C'est pas simplement retarder l'âge de départ à la retraite. Il y a plein d'autres mesures. La retraite minimum à 1 100 €, ça c'est quelque chose d'important pour les gens qui ont les plus petites retraites. Ça, Marine Le Pen, ça n'existe pas chez elle. Je vais vous prendre un autre exemple. L'accompagnement des seniors, puisque c'est bien de retarder parce qu'on en a besoin de rééquilibrer les comptes pour maintenir cette retraite par répartition qui est quelque chose d'intergénérationnel que le monde entier nous envie. Mais il faut aussi s'occuper de la problématique des seniors, on va dire 50, 55 ans jusqu'à 65 ans, pour qu'ils restent dans l'emploi. Et là, il va y avoir un effort énorme fait sur la formation professionnelle et sur le tutorat et sur le mentorat que, par exemple, les Allemands savent très bien faire. Il faut qu'on s'en inspire. En quelques mots, parce qu'il y a d'autres sujets que j'aurais souhaité aborder aussi, on sent, si Emmanuel Macron est aussi réélu, qu'il y a une demande envers les entreprises, que les entreprises s'impliquent aussi. Et je pense à ça notamment avec la prime qui porte son nom, la prime Macron, portée jusqu'à 6 000 €. Ça veut dire aussi que les entreprises doivent faire des efforts, doivent prendre leur part aussi. Alors, deux volets là-dessus, parce que ça c'est important. Vous avez d'un côté l'augmentation du salaire demandé aux entreprises de 10%, mais bon, il y a des entreprises... Ça, c'est la proposition de Marine Le Pen. Mais il y a des entreprises qui ne pourront pas le faire. Honnêtement, elles peuvent le faire sur un one-shot, mais elles ne peuvent pas le faire de manière régulière. Et encore, c'est des recettes qui rentrent en moins, parce qu'on les exonère de toute cotisation fiscale. Et de l'autre côté, c'est de dire que... j'ai perdu le fil. Sur la proposition d'Emmanuel Macron, et qui était d'augmenter cette prime qui était versée. Alors, c'est pas que la prime. L'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Demain, ces entreprises seront obligées d'abonder pour les salariés de la même manière en participation, en intéressement. On verra. Et pour celles qui ne peuvent pas le faire, parce qu'elles ne versent pas de dividendes, d'accord, on augmente la prime Macron, on la passe à 6 000 €. Ça ne veut pas dire que tout le monde touchera 6 000 €, mais dès que vous avez des bénéfices, ou en tout cas des dividendes, vous pouvez redistribuer à vos salariés. Le pouvoir d'achat, on en a beaucoup parlé au cours de cet échange. C'est l'une des préoccupations, si ce n'est la première des préoccupations des Français. Si on peut voir un petit tableau avec les chiffres qui ont été compilés par Ipsos notamment et qui reviennent sur tout ça. Préoccupation principale, il y en a d'autres aussi. On en a peut-être un petit peu moins parlé. On entend toujours un peu moins parler. C'est la question de l'environnement, même si là, on a appris que par Emmanuel Macron que son prochain Premier ministre, s'il était réélu, serait en charge de cette question-là plus spécifiquement. Il y a la question de l'immigration, de la sécurité et de tout ça. On va pas avoir le temps d'y revenir, mais ce n'était pas le but de notre échange ce matin. Néanmoins, il y a un autre chiffre sur lequel je voudrais vous faire réagir. Ça a été réalisé avant le débat d'hier. Pour seulement 41% des Français, Emmanuel Macron veut vraiment changer les choses. C'est 63% pour Marine Le Pen. Mais parce que peut-être nous, on s'inscrit dans une continuité de l'action qu'on a commencé à mener. On a eu une première partie, c'est pour ça qu'un quinquennat, c'est court, on a eu une première partie. En plus, on a quand même subi quelques crises. Mais la première partie, c'était vraiment de relancer l'économie. Pourquoi relancer l'économie, libérer les entreprises, de manière à ce qu'elles puissent être performantes, compétitives et qu'elles créent de l'emploi. C'est ce qui s'est fait. Baisse du chômage, comme on n'a jamais vu, notamment pour les jeunes, ça ne s'était pas vu depuis 40 ans. Et la deuxième partie du projet initial du président Macron, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on attaque vraiment le social par des réformes de fond
que ce soit sur l'hôpital avec la santé, que ce soit, on l'a vu, sur les retraites, mais que ce soit l'apprentissage, on a commencé, c'est un vrai succès. Voilà, il y a toutes ces mesures-là. Donc, d'un côté, effectivement, il y a ça, qui est une continuité où on va accélérer, et de l'autre côté, c'est un programme de rupture, mais c'est un programme de rupture qui ne tient pas, qui va appauvrir les gens plus que les gens ne le croient, et avec, finalement, un projet qui est fait de slogans et qui se heurte à la réalité de la vie de tous les jours. Mais par rapport à cette situation, est-ce que vous n'avez pas peur non plus que ce soit, une fois de plus, peut-être, un vote contre et pas un vote pour? Et il faudra composer ensuite avec. Et puis composer aussi pour le 3e tour, celui des législatives. C'est compliqué, c'est là, on va pas avoir le temps, mais c'est là où il va falloir un jour rebondir sur la réforme de nos institutions. Parce que vous voyez bien que l'élection du président à 2 tours, tel qu'on l'a dans la Constitution de 58, pose un problème. Au premier tour, forcément, vous choisissez. Il y a pléthore de candidats, je crois qu'on en avait 12. Donc forcément, vous trouvez un candidat qui vous ressemble le plus et pour lequel vous allez voter. Et au 2e tour, forcément, il y a toute une grande majorité de Français qui se retrouvent, qui s'y retrouvent plus, parce qu'ils ont 2 candidats qu'ils n'ont pas forcément choisis. Et là, pour le coup, effectivement, souvent, et on l'a vu élection après élection, ils votent pour celui ou celle qu'ils considèrent comme étant le moins pire pour eux, ou le plus proche, entre guillemets, de ce qu'ils pensent. Effectivement, il faudra revenir sur ce système des institutions et puis peut-être sur les abstentions, l'abstentionnisme, peut-être juste en 2 mots également. Vous vous êtes beaucoup impliqué sur cette question-là. Vous avez lancé un groupe de réflexion aussi. Ce sera notre mot de la fin. Abstentionnistes, vous leur dites quoi dimanche pour qu'ils aillent voter? Je dis simplement aux abstentionnistes que notre démocratie est quand même bien faite. Enfin, on vit bien en France et que l'abstention, c'est la pire des réponses, puisqu'en fait, vous faites du nini et vous donnez des voix soit à l'un, soit à l'autre en n'allant pas voter. Et après, moi, je préfère que les gens aillent voter et puis on leur a mis conscience. À la limite, peut-être, on parlait de la réforme des institutions, de penser à faire quelque chose sur le vote blanc, mais l'abstention, c'est la pire des choses. Quand vous vous abstenez, finalement, vous pouvez difficilement reprocher quoi que ce soit au vainqueur dans l'application de son projet. Merci Bruno Millienne, député MoDem des Yvelines, d'être venu sur ce plateau à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle.